après une opération douloureuse, j'ai donné naissance à ma fille. Mais la vie s'est vite transformée en cauchemar. Une nuit, alors que mon bébé malade pleurait sans arrêt à cause de la fièvre, mon mari a hurlé « Fais taire cet enfant. Elle ruine mon sommeil ». Malgré mes efforts pour la réconforter, le bébé continuait de pleurer parce qu'elle était malade. Soudain, mon mari m'a donné un violent coup de poing dans le ventre, déchirant mes points de suture de césarienne encore frais et les faisant saigner à travers mes vêtements. Je suis tombée par terre, tremblante de douleur tandis que le sang imbibait ma chemise. Ma belle-mère, qui logeait chez nous, a ajouté « Peut-être que maintenant, tu apprendras à contrôler cette sale gosse ». Ma belle-sœur m'a donné un coup de pied alors que j'étais à terre. Quand j'ai regardé mon bébé, une vague de peur m'a envahi, car la césarienne d'urgence avait duré 4 heures. Des complications avec mon placenta avaient obligé l'équipe chirurgicale à travailler avec une prudence et une méticulosité extrêmes, pendant que j'étais allongée là, me demandant si j'allais survivre pour rencontrer ma fille. Quand ils l'ont finalement placée dans mes bras, ses petits doigts s'enroulant autour des miens, j'ai senti quelque chose basculer dans mon univers. Cette créature parfaite dépendait entièrement de moi. La convalescence a été brutale. L'incision s'étendait sur le bas de mon abdomen, maintenue par des agrafes qui tiraient sur ma peau à chaque mouvement. Marcher jusqu'à la salle de bain nécessitait de l'aide. Tousser me donnait l'impression que mes entrailles allaient s'ouvrir en deux. Les infirmières m'avaient prévenu du processus de guérison, mais rien ne m'avait préparé à la réalité de m'occuper d'un nouveau-né alors que mon corps hurlait pour du repos. 3 avait semblé compréhensif pendant ma grossesse. Nous étions mariés depuis 3 ans, et ce bébé représentait notre avenir commun. Sa mère, Patricia, était venue d'Arizona en avion pour aider durant ses premières semaines. Sa sœur Denise habitait à proximité et avait promis de venir régulièrement. Je pensais qu'avoir de la famille autour faciliterait la transition vers la maternité. La première semaine à la maison après l'hôpital est passée dans un flot continu de changements de couches, d'horaires de tétée et de tentatives désespérées de sommeil. Mia souffrait de coliques, son petit corps secoué par une gêne qui la faisait pleurer pendant des heures. Le pédiatre m'avait assuré que c'était normal, que ça passerait, mais ces assurances ne calmaient en rien mon nourrisson hurlant. Au 5e jour, à 3 heures du matin, 3 a commencé à dormir dans la chambre d'amis. Il prétendait avoir besoin de repos pour le travail, que son poste dans l'entreprise de construction exigeait qu'il soit alerte. Patricia a hoché la tête d'un air approbateur lorsqu'il a annoncé cet arrangement, comme s'il était parfaitement raisonnable pour un nouveau père de donner la priorité à son sommeil plutôt qu'à aider sa femme à se remettre d'une intervention chirurgicale majeure. Denise est venue nous voir cette première semaine avec un sourire narquois. Elle m'a regardé peiner à soulever Mia du berceau, la main appuyée sur mon incision, sans faire le moindre geste pour m'aider. Au lieu de cela, elle a commenté à quel point j'avais l'air fatiguée, que la maison n'était pas aussi propre qu'elle devrait l'être, que du lait maternel avait taché ma chemise. Patricia riait de ses observations pendant que je ravalais mes larmes. La fièvre a commencé quand Mia avait 2 semaines, fin mars. Son front était brûlant contre mes lèvres, et le thermomètre a confirmé ma peur, 38,5 degrés Celsius. J'ai immédiatement appelé le service de pédiatrie de garde. Ils m'ont conseillé de la surveiller de près, de la maintenir hydratée et de venir à la première heure le lendemain matin si la fièvre persistait. Mia pleurait différemment quand elle était malade. Le son était plus désespéré, plus douloureux, et il me transperçait comme des éclats de verre. Je la tenais contre ma poitrine, me balançant doucement malgré l'agonie qui irradiait de mon incision. Les agrafes avaient été retirées 3 jours plus tôt, mais la plaie était encore à vif et sensible. 3 est sorti de la chambre d'amis vers minuit, le visage tordu de colère. Putain, qu'est-ce qu'elle a encore? Elle a de la fièvre, ai-je expliqué, la voix rauque d'épuisement. Le médecin a dit de la surveiller cette nuit. Eh bien, surveille-la plus silencieusement. Certains d'entre nous ont de vraies responsabilités demain. Ces mots m'ont blessé, mais j'étais trop fatiguée pour discuter. J'ai continué à bercer Mia, chantant doucement, essayant tout pour l'apaiser. Rien ne fonctionnait. Ses pleurs se sont intensifiés, perçant le silence de la maison. Patricia est apparue dans l'encadrement de la porte, vêtue d'un peignoir en soie coûteux. Elle m'a regardé avec un mépris non dissimulé. Tu la portes mal.
C'est pour ça qu'elle n'arrête pas de pleurer. Elle est malade, ai-je répété, sentant les larmes monter. Elle est mal à l'aise. Tu cherches des excuses à ton incompétence. Donne-la-moi. Je savais qu'il valait mieux ne pas refuser. Patricia avait clairement fait savoir durant sa visite qu'elle se considérait comme l'autorité en matière de puériculture, malgré le fait que les recommandations pédiatriques modernes avaient considérablement évolué depuis qu'elle avait élevé ses propres enfants. J'ai soigneusement transféré Mia dans les bras de sa grand-mère. Patricia la tenait avec raideur et maladresse, et les pleurs de Mia se sont intensifiés. Après 30 secondes, elle m'a renvoyé le bébé. Tu vois, elle est déjà gâtée. Tu la portes trop, tu crées un enfant capricieux. Le pédiatre m'avait spécifiquement dit qu'on ne pouvait pas gâter un nouveau-né, que répondre à ses besoins construisait un attachement sécurisant, mais contredire Patricia était inutile. J'ai repris Mia et senti sa peau brûlante contre la mienne. Trois avaient observé cet échange depuis le couloir. Je n'arrive pas à croire que je doive supporter ça. Mon père n'a jamais toléré des enfants qui braillent. Elle a 2 semaines et elle a de la fièvre, ai-je dit, la voix brisée. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu fasses taire cet enfant. Elle ruine mon sommeil. Le volume de sa voix a surpris Mia, la faisant pleurer plus fort. Je me suis détournée, essayant de créer une distance entre sa colère et ma fille malade. Mon incision me lançait à chaque mouvement, me rappelant que mon corps était encore en train de guérir du traumatisme d'avoir mis au monde cette petite personne. J'ai marché vers la nurserie, berçant doucement Mia, lui chuchotant des assurances que je n'étais pas sûre de croire moi-même. Les saignements avaient cessé depuis des semaines, mais parfois je sentais encore une chaleur humide et devais vérifier que tout allait bien. L'accouchement m'avait laissé déconnecter de mon propre corps, incertaine des sensations qui étaient normales. Des pas ont tonné derrière moi. Trois m'a attrapé l'épaule, me faisant pivoter avec une force telle que j'ai trébuché. Mia a crié plus fort, sentant la tension. « Tu ne m'écoutes pas » a-t-il grondé. J'ai un entretien d'embauche demain. Ça pourrait être ma chance pour le poste de contremaître. J'ai besoin de dormir, et tu laisses cette sale gosse tout gâcher. J'essaie, ai-je sangloté. S'il te plaît, retourne te coucher. Je la tiendrai loin de ta chambre. C'est ma maison aussi. Je ne devrais pas avoir à me cacher de mon propre enfant. Patricia s'est matérialisée à ses côtés, l'expression froide. Tu es trop molle avec elle. Elle doit apprendre que la carrière de Trois fait vivre cette famille. Sans son revenu, où serais-tu? La réponse était évidente. Probablement chez mes parents, ou dans un appartement exigu, à travailler à un poste que je pourrais à peine gérer tout en m'occupant d'un nourrisson. Le salaire de Trois dans l'entreprise de construction était décent, mais pas aussi impressionnant qu'il aimait le prétendre. Mon congé de maternité n'était pas payé, ce qui vidait nos économies plus vite que prévu. Denise était apparue elle aussi, attirée par l'agitation. Elle s'est appuyée contre le mur, les bras croisés, regardant la scène comme si c'était un spectacle. Tu devrais peut-être prendre des cours de parentalité ou quelque chose comme ça. Ça devient ridicule. Elle a de la fièvre, ai-je répété, la voix s'élevant. Que suis-je censé faire? Elle a mal. Débrouille-toi, a dit Trois. Parce que j'en ai marre. Je me suis retournée vers la nurserie, serrant Mia contre moi. L'humidité qui se propageait sur mon abdomen était différente cette fois, plus chaude, plus substantielle. J'ai baissé les yeux et j'ai vu du rouge s'infiltrer à travers mon haut de pyjama. Mon cœur s'est arrêté. Avant que je puisse réaliser ce qui se passait, le poing de Trois a percuté mon ventre. L'impact a envoyé des éclairs d'agonie à travers tout mon corps. J'ai entendu quelque chose se déchirer, j'ai senti quelque chose céder à l'intérieur. Le monde a basculé alors que je tombais, ma seule pensée étant de protéger Mia de la chute. J'ai atterri lourdement sur le côté, réussissant à garder le bébé surélevé contre ma poitrine. Le sang imbibait maintenant rapidement mes vêtements, formant une flaque chaude sous moi. Les cris de Mia ont atteint un paroxysme, et je ne pouvais pas dire si elle était blessée ou simplement terrifiée. La voix de Patricia est venue d'au-dessus de moi. Peut-être que maintenant, tu apprendras à contrôler cette sale gosse.
Une douleur a explosé dans mes côtes alors que le pied de Denise heurtait mon flanc. Je me suis enroulée autour de Mia, encaissant l'impact, essayant de la protéger de ces gens qui étaient censés être ma famille. À travers les larmes et l'agonie, j'ai regardé le visage de ma fille. Sa peau était rougie par la fièvre. Ses yeux étaient fermés alors qu'elle gémissait. La vague de peur qui m'a envahi ne concernait pas mes points de suture déchirés, le sang ou l'agression physique. La peur venait d'un endroit plus sombre. Ces gens pouvaient faire du mal à mon bébé, et j'étais impuissante à les arrêter. 3 se tenait au-dessus de moi, son visage ne montrant aucun remords. Nettoie-toi. Tu salis la moquette. Ils sont partis ensuite, tous les 3, me laissant saigner sur le sol du couloir avec mon nourrisson malade. J'ai entendu la porte de la chambre d'Amy se fermer, celle de la chambre de Patricia se fermer, et Denise sortir par la porte d'entrée. La maison est tombée dans le silence, à l'exception des pleurs affaiblis de Mia et de ma respiration saccadée. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là. Finalement, l'instinct de survie a pris le dessus. J'avais besoin d'aide, de soins médicaux, de m'échapper de cette maison. Mon téléphone était sur le comptoir de la cuisine, ce qui me paraissait une distance infranchissable. Ramper avec un bras tout en tenant Mia de l'autre était une agonie. Chaque mouvement tirait sur l'incision déchirée. La traînée de sang me suivait sur le parquet, et une partie lointaine de mon esprit s'inquiétait de tacher le sol. N'était-ce pas insensé ? S'inquiéter pour la précieuse maison de Troyes alors que je saignais d'une blessure qui l'avait rouverte. Le téléphone a été une victoire quand mes doigts se sont refermés dessus. Je me suis laissé glisser pour m'asseoir contre les placards de la cuisine, Mia toujours pressée contre ma poitrine. Ses pleurs s'étaient calmés en de faibles gémissements, et je ne savais pas si c'était mieux ou pire. J'ai d'abord appelé le 911. L'opérateur est resté en ligne pendant que j'expliquais la césarienne, l'agression, le saignement. Une ambulance était en route. Puis j'ai appelé mes parents. Mon père a répondu à la 2e sonnerie, la voix ensommeillée. Allô ? Papa, ai-je réussi à dire en m'étouffant. J'ai besoin d'aide. Je n'oublierai jamais le son de la voix de mon père passant de la confusion à la terreur tandis que j'expliquais ce qui s'était passé. Maman a pris le téléphone à un moment donné. Ces mots étaient un mélange confus de réconfort et d'horreur. Ils arrivaient. Ils me rejoindraient à l'hôpital. Tout irait bien. Les ambulanciers sont arrivés en moins de 10 minutes. Ils m'ont trouvée assise contre les placards, couverte de sang, tenant ma fille. L'un d'eux a pris Mia pendant que l'autre examinait mon abdomen. J'ai entendu des phrases comme « suture rompue » et « perte de sang importante » qui rendaient la situation surréaliste. Troyes est sorti de la chambre d'Amy alors qu'il me chargeait sur le brancard. Il a regardé la scène avec une confusion apparente, comme s'il avait oublié ce qu'il avait fait. Que se passe-t-il ? Votre femme a besoin d'une opération d'urgence, a dit sèchement l'un des ambulanciers. Nous la transportons maintenant. Une opération ? Elle vient d'être opérée il y a 2 semaines. La mâchoire de l'ambulancier s'est crispée. Oui. Et quelqu'un a rouvert son incision. La police vous contactera. J'ai vu la peur traverser le visage de Troyes à ce moment-là. Pas de l'inquiétude pour moi ou Mia, mais la peur des conséquences pour lui-même. Patricia est apparue derrière lui, l'expression calculatrice. Ils ont échangé un regard qui m'a dit qu'ils préparaient déjà leur défense. L'hôpital était le même où j'avais accouché. Certaines infirmières m'ont reconnue alors qu'elles me précipitaient aux urgences. L'une d'elles m'a tenu la main pendant qu'on me posait une perfusion, ses yeux remplis de compassion. Vous êtes en sécurité maintenant, ma chérie. On s'occupe de vous. L'équipe de pédiatrie a emmené Mia pour examiner sa fièvre pendant que l'équipe chirurgicale me préparait pour le bloc opératoire. Mes parents ont fait irruption juste avant qu'on ne m'emmène. Maman pleurait. Et papa avait l'air prêt à commettre un meurtre. Nous portons plainte, m'a dit fermement mon père. Toi et Mia, vous rentrez avec nous après ça. Tu en as fini avec cette maison. J'ai hoché la tête, trop épuisée pour discuter. L'anesthésiste m'a administré quelque chose qui a rendu le monde flou. Ma dernière pensée consciente fut le soulagement que ma fille soit loin de la colère de Troyes.
Quand je me suis réveillée en salle de réveil, la douleur était différente, plus localisée, plus clinique. La chirurgienne est venue me parler une fois que j'étais assez cohérente pour comprendre. Le docteur Lawson était une femme d'une 50aine d'années, avec des yeux bienveillants et des mains sûres. Nous avons dû aller plus en profondeur que prévu, a-t-elle expliqué en tirant une chaise à côté de mon lit. Le coup initial a provoqué la déchirure des sutures externes, mais il y avait aussi des dommages à la couche de fascia en dessous. Nous avons tout renforcé avec des sutures résorbables qui devraient tenir bien mieux. Vous devrez être extrêmement prudente pendant cette nouvelle convalescence. Combien de temps, ai-je demandé, la voix à peine un murmure. La guérison complète ? Probablement 3 à 4 mois avant que vous ne vous sentiez à nouveau normal. Ne soulevez rien de plus lourd que votre bébé pendant au moins 6 semaines. Pas de conduite pendant 2 semaines minimum. Et je veux que vous me promettiez quelque chose. J'ai attendu, sachant ce qui allait suivre. Vous ne retournez pas dans cette maison. Quoi qu'il s'y soit passé, ça ne peut pas se reproduire. Vous avez failli mourir d'hémorragie cette nuit. 1 heure de plus sans traitement, et nous aurions peut-être une conversation très différente. Les larmes coulaient sur mon visage. Je n'y retourne pas. Mes parents nous accueillent. Elle m'a serré doucement la main. Bien. Vous avez une magnifique fille qui a besoin de sa mère vivante et en bonne santé. On m'a transféré dans une chambre privée une fois mes signes vitaux stabilisés. Mia était déjà là dans un berceau d'hôpital, dormant paisiblement après avoir reçu sa première dose d'antibiotiques. Une infirmière l'avait changée et lui avait mis une petite blouse d'hôpital décorée d'ours en peluche. Elle paraissait si petite, si vulnérable, et une fureur a brûlé en moi à l'idée de la violence de 3 se produisant alors que je la tenais. Mes parents sont restés toute la nuit. Maman somnolait dans le fauteuil inclinable tandis que papa veillait depuis une chaise droite près de la porte. Chaque fois qu'une infirmière entrait, il l'étudiait attentivement comme pour évaluer si elle représentait une menace. Son instinct protecteur était passé en mode hypervigilance. Vers 3 heures du matin, une policière est arrivée pour prendre ma déposition officielle. L'agente Janet Morrison était une vétéran de l'unité des violences conjugales, et sa présence a rendu tout cela plus réel. Ce n'était plus seulement un conflit familial. C'était une enquête criminelle. Elle a enregistré ma déclaration sur un appareil numérique, s'arrêtant périodiquement pour me laisser me ressaisir lorsque les détails devenaient trop accablants. J'ai décrit la colère croissante de Troy, le coup de poing, la chute en tenant Mia, le commentaire cruel de Patricia, le coup de pied de Denise dans mes côtes. L'expression de l'agente Morrison est restée neutre tout du long, mais ses yeux me disaient qu'elle avait entendu des histoires comme la mienne bien trop souvent. L'hôpital a recueilli des preuves sur vos vêtements, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Nous avons également photographié vos blessures et obtenu des copies de vos dossiers médicaux. Le procureur de la République examinera tout cela et décidera des poursuites formelles. D'après ce que vous m'avez dit et les preuves matérielles ? Je m'attends à ce que votre mari soit arrêté dans la journée. Et s'il essaie de venir ici ? La question me hantait depuis que j'avais repris conscience. Il y a déjà une alerte dans le système de l'hôpital suite au rapport d'agression. La sécurité sera immédiatement avertie s'il tente d'entrer dans le bâtiment. Je vais également recommander une ordonnance de protection d'urgence. Ce qui signifie qu'il ne pourra pas vous contacter ni s'approcher à moins de 150 mètres de vous ou de votre fille. C'est temporaire, généralement environ 2 semaines jusqu'à ce que nous puissions obtenir une audience au tribunal pour une ordonnance permanente. Mon père a pris la parole depuis son poste près de la porte. Et sa mère et sa sœur ? Elles y ont participé aussi. L'agente Morrison a hoché la tête. Le commentaire de la mère et l'agression physique de la sœur seront inclus dans le rapport. Elle pourrait faire face à des accusations de complicité, bien que cela dépende du procureur. Au minimum, elles peuvent être incluses dans l'ordonnance de protection. Elle est partie vers 4 heures du matin, promettant de rester en contact sur l'avancement de l'affaire. L'épuisement me tirait vers le bas, mais le sommeil me semblait dangereux. Chaque fois que je fermais les yeux, je sentais le poing de Troy percuter mon ventre, je voyais le sang s'étaler sur mes vêtements. Une conseillère en traumatologie est venue plus tard ce matin-là.
Sandra Reeves s'est présentée comme faisant partie de l'équipe d'intervention de crise de l'hôpital. Elle était spécialisée dans le travail avec les victimes d'agressions, en particulier celles impliquant la violence conjugale. Je ne suis pas ici pour vous faire parler de ce qui s'est passé, a dit Sandra, s'installant dans le fauteuil que maman avait quitté pour aller chercher un café. Je suis ici pour vous donner des ressources et vous faire savoir que vous n'êtes pas seul. Ce que vous avez vécu était traumatisant, et il est tout à fait normal d'avoir de fortes réactions émotionnelles. Je me sens anesthésiée, ai-je admis. Comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre, et que je regardais simplement de l'extérieur de mon corps. C'est la dissociation. C'est un mécanisme de protection que votre cerveau utilise lorsque quelque chose est trop accablant pour être traité sur le moment. Cela peut aller et venir au cours des prochains jours et semaines. Si cela persiste ou commence à interférer avec votre capacité à prendre soin de votre fille, veuillez contacter un thérapeute. Sandra m'a fourni des brochures sur le TSPT, les groupes de soutien pour la violence conjugale et les options de thérapie traumatologique. Elle m'a également donné le numéro d'une ligne d'assistance téléphonique 24 heures sur 24. Vous pouvez appeler à tout moment, même si vous avez juste besoin que quelqu'un écoute. Il y a des gens qui comprennent ce que vous traversez. Le pédiatre est passé vers midi pour discuter de l'état de Mia. Le docteur Peters était son médecin depuis la naissance, et il avait l'air sincèrement affligé en examinant les ecchymoses sur mes bras là où 3 m'avaient empoigné. L'otite répond bien aux antibiotiques, a-t-il rapporté. Sa fièvre est tombée il y a quelques heures, et elle a mangé normalement. J'aimerais la garder ici une nuit de plus en observation, mais je pense qu'elle pourra rentrer à la maison demain. À la maison, ai-je répété, le mot semblant étranger. Nous allons chez mes parents. Le docteur Peters a hoché la tête avec approbation. Cela semble être le meilleur plan. Je dois cependant vous poser des questions difficiles. Quand votre mari vous a frappé, teniez-vous Mia? Oui. J'essayais de la protéger, de la garder contre ma poitrine pour qu'elle ne se blesse pas en tombant. A-t-elle montré des signes de blessure? Des pleurs inhabituelles ou des difficultés à bouger ses membres? L'horreur m'a submergée. Je ne sais pas. Elle pleurait déjà à cause de la fièvre. Tout s'est passé si vite. Nous avons fait un examen approfondi et il n'y a aucune preuve de blessure, mais étant donné les circonstances, je veux programmer un rendez-vous de suivi dans 2 semaines. Nous ferons un bilan de développement pour nous assurer que tout progresse normalement. Après son départ, j'ai rapproché le berceau de Mia aussi près que possible de mon lit. Ma main reposait sur sa petite poitrine, sentant son va-et-vient à chaque respiration. La réalité de la gravité des conséquences que nous avions toutes deux frôlées me serrait l'estomac. 3 a été arrêté cet après-midi-là. L'agente Morrison a appelé pour m'en informer, sa voix portant une note de satisfaction. Il est détenu sans caution en attendant sa comparution. Les charges sont agression grave avec coups et blessures, violence conjugale et mise en danger d'enfant. Mise en danger d'enfant? Je ne m'y attendais pas, vous teniez votre fille en bas âge quand il vous a frappé. Le fait qu'elle aurait pu être gravement blessée ou tuée dans la chute le qualifie. C'est en fait l'une des charges les plus solides que nous ayons. Patricia a appelé mon téléphone 17 fois ce jour-là. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux de plus en plus frénétiques exigeant que je retire les charges, insistant sur le fait que 3 n'avaient pas eu l'intention de me faire du mal, prétendant que je détruisais leur famille. Maman a écouté l'un des messages et son visage est devenu pâle. Cette femme est délirante, a dit maman en supprimant les messages vocaux. Elle a vu son fils vous attaquer et n'a rien fait pour l'arrêter. Maintenant, elle veut que vous le protégiez des conséquences. Une avocate en droit de la famille nommée Margaret Walsh m'a rendu visite ce soir-là. Elle avait été recommandée par l'assistante sociale de l'hôpital et était spécialisée dans la représentation des victimes de violences conjugales dans les affaires de garde et de divorce. J'ai examiné le rapport de police, a dit Margaret, sa mallette ouverte sur la table à côté de mon lit. Vous avez un dossier extrêmement solide pour la garde exclusive. L'agression combinée à l'implication de la famille de votre mari crée un argument convaincant selon lequel tout contact avec lui représente un danger pour votre enfant. Mais c'est son père. Un juge ne pensera-t-il pas qu'elle devrait avoir une relation avec lui?
L'expression de Margaret était ferme. Pas au détriment de sa sécurité ou de la vôtre. Nous demanderons d'abord une ordonnance de garde d'urgence, vous donnant la garde physique et légale exclusive. Ensuite, nous déposerons une demande de divorce et rendrons l'arrangement de garde permanent. Si 3 veut des droits parentaux, il devra prouver qu'il n'est plus un danger, ce qui sera presque impossible compte tenu de ses accusations criminelles. Nous avons passé 1 heure à examiner la stratégie juridique. Margaret a expliqué le processus pour obtenir une ordonnance de protection, demander le divorce, gérer les biens communs comme la maison. Mon cerveau luttait pour absorber toutes les informations, mais maman prenait des notes détaillées. Et l'argent, ai-je demandé. Je suis en congé de maternité non payé. Je ne peux pas me permettre une longue bataille juridique. Il existe des ressources. Des subventions pour les victimes de violences conjugales, des services pro bono par le biais du barreau de l'État. Nous trouverons une solution. Votre priorité en ce moment est de guérir et de garder votre fille en sécurité. Denise s'est présentée à l'hôpital le lendemain matin. La sécurité l'a arrêtée dans le hall quand elle a essayé de monter dans ma chambre. Papa est descendu pour lui parler et j'ai pu entendre des voix s'élever au téléphone quand il a appelé pour me dire ce qui s'était passé. Elle prétend que tu as provoqué 3, que tu l'as attaqué en premier, a dit papa, la voix tendue de colère. Je lui ai dit que les caméras de sécurité prouveraient le contraire et qu'elle serait accusée de complicité pour t'avoir donné un coup de pied. Elle est partie après avoir menacé de te poursuivre pour diffamation. Peut-elle faire ça? Quel essai? Chaque avocat de l'État lui rirait au nez en voyant les preuves. Mia et moi avons été autorisés à sortir l'après-midi suivant. L'hôpital a organisé un transport en fauteuil roulant jusqu'à la voiture de mes parents avec des instructions strictes sur mes restrictions de mouvement. Maman avait installé un siège auto pour bébé ce matin-là, et papa portait un sac rempli d'analgésiques, de fournitures pour le soin des plaies et d'informations sur les rendez-vous de suivi. Le trajet jusqu'à leur maison semblait surréaliste. Je regardais les rues familières défiler par la fenêtre, pensant à quel point tout semblait différent maintenant. 3 jours plus tôt, j'étais mariée, je vivais dans une maison que j'avais aidé à décorer, je planifiais un avenir avec quelqu'un que je pensais connaître. Maintenant, je retournais dans la maison de mon enfance en tant que mère célibataire avec une affaire criminelle en cours contre mon mari. Maman avait transformé mon ancienne chambre en un espace adapté pour Mia et moi. Mon lit double était placé contre un mur avec une table à langer et un berceau installé à proximité. Elle avait même accroché des rideaux occultants pour aider aux siestes. Je sais que ce n'est pas grand-chose, a dit maman, planant nerveusement pendant que papa m'aidait à m'installer sur le lit. Mais on s'arrangera. C'est parfait, ai-je dit, et je le pensais. La pièce semblait sûre, isolée de la violence qui avait brisé mon autre vie. La première semaine chez mes parents a établi un nouveau rythme. Maman s'occupait de la plupart des soins de Mia pendant que je me concentrais sur ma guérison. Papa a installé un babyphone et un verrou sur la porte de ma chambre à ma demande. Le verrou a fait protester maman, disant que j'étais en sécurité ici, mais papa a compris. Le contrôle de mon environnement, même quelque chose d'aussi simple que de verrouiller ma porte, aidait à combattre le sentiment d'impuissance que je ressentais. La comparution de 3 a eu lieu 4 jours après l'agression. Margaret y a assisté en mon nom et m'a appelé ensuite avec une mise à jour. Il a plaidé non coupable à toutes les accusations. Le juge a refusé la caution et a fixé une audience préliminaire dans 2 semaines. Le procureur est confiant dans l'affaire. Que se passe-t-il à l'audience préliminaire? L'État présente des preuves pour établir une cause probable pour les accusations. C'est une norme inférieure à celle d'un procès, donc ils n'ont pas besoin de prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable pour le moment. Sur la base des preuves médicales et des rapports de police, il n'y a aucun doute que la cause probable existe. Patricia a réussi à obtenir l'adresse de mes parents, probablement par le biais de registres publics ou de connaissances communes d'avant l'agression. Des lettres ont commencé à arriver, chacune plus désespérée que la précédente. Elle avait engagé un avocat qui conseillait à 3 d'accepter un accord de plaider coupable, mais 3 refusaient. Patricia me blâmait pour son entêtement, affirmant qu'il ne serait pas dans cette situation si j'avais été une meilleure épouse et mère.
Les lettres sont allées directement dans un dossier que Margaret compilait pour l'audience de l'ordonnance de protection. Chaque correspondance démontrait le harcèlement continu et l'incapacité de Patricia à reconnaître la culpabilité de son fils. La kinésithérapie a commencé 2 semaines après l'opération. Mon abdomen semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Raide, douloureux, déconnecté de mon contrôle conscient. La thérapeute, Amanda, était spécialisée dans la récupération post-partum et avait de l'expérience avec les patientes traumatisées. Votre corps a subi de multiples traumatismes en succession rapide, a expliqué Amanda lors de notre première séance. La grossesse et l'accouchement, puis une intervention chirurgicale majeure, puis une agression, et une autre opération. La guérison prendra du temps, et elle ne sera pas linéaire. Certains jours, vous vous sentirez plus forte, d'autres, vous aurez l'impression d'avoir régressé. C'est normal. Nous avons commencé par des mouvements doux conçus pour reconstruire la force du tronc sans solliciter l'incision. Même les exercices de respiration me faisaient grimacer. Amanda n'a jamais poussé au-delà de mon seuil de douleur, et elle a loué les petites victoires comme le fait de pouvoir me tenir droite sans soutenir mon abdomen. L'audience préliminaire est arrivée plus vite que je ne l'avais prévu. Margaret m'avait prévenu que je pourrais avoir à témoigner, mais les preuves médicales se sont avérées suffisantes. Le juge a trouvé une cause probable pour toutes les accusations et a programmé le procès de 3 pour 5 mois plus tard. L'avocat de Troyes a approché Margaret après l'audience avec une offre de plaider coupable. Troyes plaiderait coupable d'agression simple en échange d'une mise à l'épreuve et de cours de gestion de la colère. Pas de prison, pas de condamnation pour crime. Margaret m'a appelé immédiatement. Que voulez-vous faire ? La colère qui m'a envahi était plus pure que tout ce que j'avais ressenti depuis des semaines. Pas question. Il a failli nous tuer, sa propre fille et moi. Il ne s'en tirera pas comme si c'était une erreur mineure. J'espérais que vous diriez ça. Le procureur est d'accord. Ils maintiennent toutes les accusations. La procédure de divorce a commencé en même temps que l'affaire pénale. Troyes a refusé d'accepter quoi que ce soit, nous forçant à nous battre sur chaque point. La maison, nos comptes bancaires communs, les fonds de retraite, les arrangements de garde, tout est devenu une bataille. Sa stratégie semblait conçue pour m'épuiser financièrement et émotionnellement. Son avocat déposait requête sur requête, chacune nécessitant le temps de Margaret et mes ressources limitées. Patricia finançait la défense juridique de Troyes, apparemment convaincue que s'il rendait les choses assez difficiles, j'abandonnerais. Il ne comprenait pas ce que Troyes m'avait pris cette nuit-là. Mon sentiment de sécurité, ma capacité à faire confiance, ma croyance que le monde était fondamentalement bon. Ces pertes ont alimenté une détermination qu'il ne pouvait pas briser. Le bilan des 2 mois de Mia, à la mi-mai, a révélé qu'elle s'épanouissait malgré le chaos qui l'entourait. Le docteur Peters a effectué l'évaluation du développement qu'il avait promise, vérifiant ses réflexes, sa vision, sa réponse aux stimuli. Tout était parfait. C'est une petite fille résiliente, a-t-il dit, en me regardant attirer son attention avec un jouet. Les enfants de cet âge ne conservent pas les souvenirs traumatisants comme les adultes. Tant qu'elle est dans un environnement stable et aimant maintenant, elle ira bien. L'audience pour l'ordonnance de protection a eu lieu 3 semaines après l'agression, rendant l'ordonnance d'urgence permanente pour 3 ans. Margaret a présenté des preuves des lettres de harcèlement de Patricia, des menaces de Denise et de la tentative de Troyes de me contacter par l'intermédiaire d'un ami. Le juge a accordé la prolongation couvrant les 3. Patricia a hurlé dans la salle d'audience lorsque l'ordonnance a été annoncée. Vous ne pouvez pas empêcher une grand-mère de voir sa petite fille. J'ai des droits. Le marteau du juge a claqué sèchement. Vous avez renoncé à ces droits lorsque vous êtes resté les bras croisés pendant que votre fils agressait cette femme. L'ordonnance est maintenue. Toute violation entraînera une arrestation immédiate. La pression financière s'est accrue à mesure que les factures juridiques s'accumulaient. J'avais épuisé mes économies et maximisé ma carte de crédit en frais d'avocat. Margaret a accepté de différer le paiement jusqu'au règlement du divorce, mais je détestais être endettée. Maman a suggéré que je demande une indemnisation des victimes par le biais de l'État. Le programme pouvait couvrir les frais médicaux, les frais de conseil et les pertes de salaire.
J'ai rempli la demande avec l'aide de Margaret, documentant chaque impact financier de la violence de Troie. Commencer une thérapie m'a semblé au départ comme admettre une défaite. Je pensais pouvoir gérer le traumatisme seul, qu'être forte signifiait ne pas avoir besoin d'aide. Les cauchemars et les crises de panique m'ont finalement convaincu du contraire. Le docteur Rachel Kim était spécialisé en thérapie traumatologique et utilisait quelque chose appelé EMDR, désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. La technique semblait étrange au début, suivre son doigt des yeux tout en racontant des souvenirs traumatisants. Mais lentement, les souvenirs ont perdu leurs contours acérés. Le traumatisme reste coincé dans votre système nerveux, a expliqué le docteur Kim. Le MDR aide votre cerveau à traiter ce qui s'est passé, de sorte que cela devient un souvenir normal au lieu de quelque chose qui continue de déclencher votre réponse de combat ou de fuite. Les crises de panique ont diminué après quelques séances. Je pouvais parler de cette nuit sans que mon cœur s'emballe, sans avoir l'impression d'être de nouveau sur le sol du couloir en train de saigner. Les progrès semblaient miraculeux. Mia s'est retournée pour la première fois pendant que nous étions à un rendez-vous de thérapie. Maman la surveillait dans la salle d'attente et est entrée en courant pour me le dire. J'ai pleuré, en partie de joie pour l'étape franchie par ma fille, en partie de chagrin que ces moments se produisent dans le cabinet d'un thérapeute au lieu de la maison que j'avais imaginé créer. Mon travail d'avant-bébé en tant que coordinatrice marketing n'offrait qu'un congé de maternité non payé, et après l'agression, y retourner semblait impossible. Le bureau était trop proche de la maison que j'avais partagée avec Troie, et plusieurs collègues connaissaient sa famille. J'avais soumis ma démission depuis l'hôpital, avec effet immédiat. La date du procès de Troie approchait, et le bureau du procureur m'a préparé à témoigner. Le substitut du procureur, James Hartley, s'occupait personnellement de l'affaire. Il avait bâti sa carrière sur les poursuites pour violences conjugales et avait la réputation d'être minutieux. La défense essaiera de vous dépeindre comme vindicative, a prévenu James lors d'une de nos séances de préparation. Ils suggéreront que vous exagérez la blessure, que vous avez provoqué l'attaque d'une manière ou d'une autre. J'ai besoin que vous restiez calme à la barre et que vous disiez simplement la vérité. Nous nous sommes entraînés pendant des heures. James jouait le rôle de l'avocat de la défense de Troie, posant des questions hostiles conçues pour me déstabiliser. Combien avais-je bu cette nuit-là ? Avais-je pris des médicaments qui auraient pu affecter mon jugement ? N'était-il pas vrai que je luttais contre la dépression postpartum ? Les insinuations me rendaient furieuse, mais James a insisté sur le fait que la préparation était nécessaire. Le vrai témoignage sera pire. Son avocat vous attaquera durement car les preuves médicales sont accablantes. Leur seul espoir est de détruire votre crédibilité. La semaine avant le procès, l'avocat de Troie a fait une dernière offre de plaider coupable. Plaider coupable d'agression aggravée avec une peine recommandée de 2 ans. Le procureur l'a rejeté sans me consulter. James a appelé pour expliquer son raisonnement. 2 ans, ce n'est pas assez pour ce qu'il a fait. Nous avons un dossier en béton. Les dossiers médicaux, les photographies, le témoignage des ambulanciers, tout soutient votre version. Un jury le déclarera coupable sur tous les chefs d'accusation et il risquera beaucoup plus de temps. Et s'ils ne le font pas ? La question m'avait tenu éveillée la nuit. Et si, d'une manière ou d'une autre, il s'en sort ? Il ne s'en sortira pas. Faites-moi confiance, je fais ça depuis 15 ans, et je n'ai jamais eu un dossier plus solide. Le procès a duré 5 jours. J'ai témoigné le 2e jour, à la barre dans une robe sobre que Margaret m'avait aidé à choisir. Troie était assis à la table de la défense dans un costume que je n'avais jamais vu auparavant, probablement acheté par Patricia spécialement pour le procès. Le regarder me semblait surréaliste. Cet homme avait été mon mari. Je l'avais aimé un jour, lui avais confié mon avenir, avait choisi de créer un enfant avec lui. La personne qui me regardait était un étranger. James m'a guidé méthodiquement à travers mon témoignage. Décrivez la nuit de l'agression. Que se passait-il avant que Troie n'entre dans le couloir ? Qu'a-t-il dit ? Qu'a-t-il fait ? Où exactement son poing a-t-il fait contact ? J'ai gardé une voix stable, racontant les faits sans émotion. Quand James m'a demandé de soulever ma chemise pour montrer ma cicatrice au jury, j'ai hésité.
La salle d'audience semblait trop publique, trop exposée. Mais je l'ai fait, révélant la ligne rouge et irritée qui coupait le bas de mon abdomen. Plusieurs jurés ont détourné le regard. Une femme plus âgée a porté la main à sa bouche. L'avocat de Troy, un homme nommé Clifford de Barnes, m'a contre-interrogé agressivement. Il a suggéré que j'avais été une mère négligente, laissant mon bébé pleurer pendant des heures sans répondre correctement à ses besoins. Il a insinué que ma relation avec Troy avait été difficile avant l'agression, que je cherchais une excuse pour partir. « N'est-il pas vrai que vous vouliez sortir du mariage ?» a demandé Clifford, son ton suggérant qu'il avait découvert un secret accablant. « Non, je voulais m'occuper de ma fille malade et me remettre d'une intervention chirurgicale majeure. » « Mais vous avez demandé le divorce immédiatement après l'incident. Après que mon mari m'a frappé assez fort pour nécessiter une opération d'urgence. » « Oui, j'ai demandé le divorce. » Les questions ont continué pendant 2 heures. Clifford a essayé tous les angles, suggérant que j'avais exagéré la force du coup, que j'étais tombée toute seule, que les dossiers médicaux n'étaient pas fiables. James a objecté fréquemment, et le juge a maintenu la plupart de ses objections. Quand je suis finalement descendue de la barre des témoins, mes jambes tremblaient. Maman et papa étaient dans le public, et papa m'a fait un signe de tête encourageant. Margaret m'a serré la main en passant devant la table de la défense où Troy était assis, impassible. Les ambulanciers qui avaient répondu à l'appel du 911 ont témoigné ensuite. Ils ont décrit m'avoir trouvé sur le sol de la cuisine dans une mare de sang, la traînée menant du couloir, les cris de détresse de Mia. Leur témoignage était clinique mais puissant. Le docteur Lawson, la chirurgienne qui avait réparé mon incision, a expliqué au jury l'étendue des dommages internes. Elle a utilisé des schémas anatomiques pour montrer où le coup de poing de Troy avait déchiré les tissus en voie de cicatrisation, provoquant une hémorragie qui a nécessité une intervention immédiate. À votre avis médical, ces blessures auraient-elles pu être causées par une simple chute, a demandé James. Non. La force requise pour déchirer le fascia et le tissu musculaire suturé à ce stade de la guérison devrait être concentrée et significative. Une chute ne produirait pas ce type de dommages. Clifford a tenté de trouver des failles dans son témoignage lors du contre-interrogatoire, mais le docteur Lawson était inébranlable. Elle avait pratiqué des milliers de césariennes et d'innombrables chirurgies réparatrices. Son expertise était inattaquable. Patricia a témoigné en tant que témoin de la défense le 4e jour. Elle avait été citée par l'avocat de Troy pour fournir un témoignage de moralité. Sous serment, elle a affirmé que Troy était sous un stress énorme à cause du travail et de sa nouvelle paternité, qu'il n'avait jamais été violent auparavant, que c'était un accident tragique monté en épingle. James a démoli sa crédibilité lors du contre-interrogatoire. Il l'a interrogé sur son commentaire après que Troy m'a frappé. Peut-être que maintenant, tu apprendras à contrôler cette sale gosse. Patricia a affirmé ne pas se souvenir de l'avoir dit, qu'elle était confuse et bouleversée. Étiez-vous confuse lorsque vous avez écrit 12 lettres à ma cliente pour la harceler et la blâmer de l'arrestation de votre fils? James a produit les lettres que Margaret avait fournies. Laissez-moi lire un extrait d'une lettre datée de 3 jours après l'agression. Si tu avais été une épouse et une mère convenable, Troy n'aurait pas perdu son sang-froid. Tu l'as provoqué, et maintenant tu détruis notre famille. Le visage de Patricia est devenu rouge. J'étais émotive. Votre fils venait d'être arrêté pour avoir failli tuer sa femme. Pourtant, votre lettre suggère qu'elle le méritait. Les expressions du jury pendant le témoignage de Patricia m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il voyait clair dans ses excuses, reconnaissait sa tentative de minimiser la violence de son fils. Troy a témoigné pour sa propre défense le dernier jour. Son avocat lui avait probablement déconseillé, mais l'ego de Troy ne lui permettait pas de rester silencieux. Il avait besoin de raconter sa version de l'histoire, d'expliquer que rien de tout cela n'était vraiment de sa faute. Il a affirmé qu'il m'avait à peine touché, que j'avais dû tomber et que les dommages chirurgicaux existants s'étaient aggravés d'eux-mêmes. Il a suggéré que j'avais été hystérique cette nuit-là, réagissant de manière excessive à des pleurs de bébés normaux. Il s'est dépeint comme un nouveau père épuisé à bout de nerfs. J'aime ma femme, a dit Troy, sa voix se brisant avec ce qui était censé ressembler à de l'émotion. Je ne lui ferai jamais de mal intentionnellement.
C'était un accident. Le contre-interrogatoire de James a été chirurgical. Il a confronté Troy à ses contradictions, comparant son témoignage aux déclarations qu'il avait faites à la police la nuit de l'arrestation. Les incohérences se sont accumulées. D'abord, il a affirmé ne m'avoir jamais touché, puis a admis un contact doux, pour finalement reconnaître une poussée, mais en insistant sur le fait qu'elle n'était pas violente. Monsieur Davis, vous avez témoigné que vous aimiez votre femme. Est-ce que frapper une femme assez fort pour nécessiter une opération d'urgence est votre façon de démontrer l'amour? Je ne l'ai pas frappée. Alors, comment expliquez-vous le schéma des ecchymoses documenté par les urgences? L'empreinte des phalanges sur son abdomen? Troy n'avait pas de réponse. Il a bégayé, s'est contredit à nouveau, pour finalement prétendre que les médecins avaient du mal à interpréter les preuves. Les plaidoiries finales ont eu lieu le 5e jour. Clifford Barnes a prononcé un discours passionné sur le doute raisonnable, sur la façon dont le traumatisme et le stress pouvaient obscurcir les souvenirs, sur la façon dont les bonnes personnes faisaient parfois des erreurs dans des moments de pression extrême. La plaidoirie de James Hartley était plus simple et plus dévastatrice. Il a passé en revue les preuves, pièce par pièce. Les dossiers médicaux, les photographies, le témoignage des experts, les propres déclarations contradictoires de Troy. Il a demandé au jury d'imaginer leur propre fille ou sœur gisant sur un sol, saignant, tout en tenant un nourrisson. L'accusé veut vous faire croire que c'était un accident? Qu'il a à peine touché sa femme. Les preuves racontent une histoire différente. C'était une agression violente contre une femme vulnérable 2 semaines après son accouchement. La loi existe pour protéger des personnes comme la victime dans cette affaire. Je vous demande d'appliquer cette loi et de tenir Troy Davis responsable de ses actes. Le jury a délibéré pendant un peu plus de 3 heures. Quand ils sont revenus, le président du jury s'est levé pour lire le verdict. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Agression aggravée, violence conjugale, mise en danger d'enfant. Le visage de Troy est devenu blanc. Patricia a sangloté bruyamment dans le public. J'étais assise entre mes parents, sentant quelque chose se relâcher dans ma poitrine. La justice n'était pas la guérison, mais c'était quelque chose. Une reconnaissance. Une validation. La preuve que ce qui m'était arrivé comptait. Patricia s'est effondrée dans la salle d'audience lorsque la sentence a été lue. Denise a crié que c'était une erreur judiciaire, que je les avais tous manipulés. La sécurité les a escortés toutes les deux dehors pendant que Troy était menotté et emmené. Il m'a regardé une fois et j'ai vu quelque chose qui aurait pu être du regret, mais c'était trop peu, et trop tard. Le divorce a été finalisé 3 mois plus tard. Troy a renoncé à ses droits parentaux depuis la prison, son avocat l'ayant convaincu que se battre pour la garde ne ferait que prolonger sa peine lorsqu'il deviendrait éligible à la libération conditionnelle. J'ai obtenu la garde légale et physique exclusive de Mia. La maison, qui était à nos 2 noms, avait été vendue pendant la procédure de divorce avec l'approbation du tribunal. Après avoir remboursé l'hypothèque, ma moitié des recettes m'a donné assez pour un acompte sur un modeste appartement. Patricia a tenté de poursuivre en justice pour obtenir des droits de visite de grands-parents. Son avocat a soutenu que Mia méritait de connaître la famille de Troy, que les coupés punissaient l'enfant pour les erreurs du père. Mon avocate a présenté des preuves du rôle de Patricia dans l'agression, de son commentaire cruel, de son inaction, de son harcèlement ultérieur. Le juge a rejeté sa requête et a prolongé l'ordonnance de protection pour l'inclure, ainsi que Denise. Reconstruire ma vie s'est fait lentement, par petites étapes. J'ai trouvé un emploi dans une agence de marketing qui offrait des horaires flexibles et des options de télétravail. Maman gardait Mia pendant la journée, refusant d'être payée, mais acceptant mon aide pour les courses et les factures. Papa a installé un système de sécurité dans mon nouvel appartement qui aurait été excessif si je n'avais pas eu besoin de cette tranquillité d'esprit. Mia a eu 1 an, entourée de gens qui l'aimaient inconditionnellement. Mes parents, mes oncles et tantes, des amis du travail et d'autres mères que j'avais rencontrées au cabinet du pédiatre ont tous célébré son 1er anniversaire. Personne n'a mentionné Troy ou l'autre côté de sa famille. Nous avions créé une nouvelle normalité qui n'incluait ni la violence ni la peur. Les crises de panique ont diminué en fréquence.
La thérapie m'a aidé à comprendre que le comportement de Troy n'était pas quelque chose que j'avais causé ou que j'aurais pu empêcher. Les signaux d'alarme étaient là avant notre mariage. Son tempérament colérique, son besoin de contrôle, l'influence toxique de sa mère, mais je les avais minimisés, pensant que l'amour suffirait. J'ai commencé à assister à un groupe de soutien pour les survivantes de la violence conjugale. Entendre les histoires d'autres femmes m'a fait me sentir moins seule. Beaucoup d'entre elles avaient vécu des situations similaires, des partenaires qui semblaient bien jusqu'à ce qu'un changement de vie crée du stress, des beaux-parents qui permettaient ou encourageaient les abus. Ce moment terrifiant où l'on réalise que la personne qui a promis de vous aimer est prête à vous faire du mal. Troy est devenu éligible à la libération conditionnelle après avoir purgé 3 ans. La commission de libération conditionnelle m'a informé de son audience, et j'ai soumis une déclaration écrite m'opposant à sa libération anticipée. J'ai décrit l'agression, l'impact sur ma convalescence, le traumatisme continu qui affectait ma capacité à faire confiance aux gens. La commission a refusé sa libération conditionnelle. Il a été libéré après avoir purgé sa peine complète de 5 ans. À ce moment-là, Mia entrait en maternelle. Elle n'avait aucun souvenir de son père, aucune connaissance de cette nuit terrible. Je lui ai raconté des versions de la vérité adaptées à son âge, que son papa avait fait de mauvais choix et ne pouvait pas faire partie de nos vies, que ce n'était pas sa faute, qu'elle était aimée complètement. Troy a tenté de me contacter par l'intermédiaire de son agent de probation, demandant une rencontre pour s'excuser et trouver une forme de clôture. J'ai refusé. Quelle que soit la clôture dont il avait besoin, il pouvait la trouver en thérapie, dans des groupes de soutien, ou partout où les gens qui avaient commis des crimes contre leur famille allaient pour la rédemption. Je ne lui devais rien. Patricia est décédée 2 ans après la libération de Troy. Crise cardiaque, soudaine et massive. Une partie de moi s'est sentie coupable du soulagement que j'ai ressenti à cette nouvelle. Denise a déménagé hors de l'État peu après les funérailles de sa mère, et je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Les cicatrices physiques de cette nuit se sont estompées pour devenir de fines lignes blanches sur mon abdomen. L'incision de la césarienne, réparée 2 fois, serait toujours visible. Parfois, je la regardais et me sentais en colère pour ce que Troy m'avait pris. D'autres fois, je la voyais comme la preuve que j'avais survécu, que j'avais protégé ma fille, que j'étais plus forte que la violence qui m'avait été infligée. Mia est devenue une enfant brillante et curieuse qui aimait le football, la science et posait des questions impossibles sur le fonctionnement de l'univers. Elle avait mes cheveux foncés et mes yeux, mais son sourire était entièrement le sien. En la regardant chasser les papillons dans le parc ou se concentrer farouchement sur ses devoirs, je me sentais reconnaissante pour chaque choix qui m'avait éloignée de la maison de Troy et m'avait menée à cette vie. Sortir à nouveau avec quelqu'un semblait impossible au début. L'idée de faire confiance à quelqu'un avec ma vulnérabilité, avec un accès à ma fille, me terrifiait au-delà de toute raison. Mais finalement, j'ai rencontré quelqu'un de gentil, de patient, quelqu'un qui comprenait que mon passé m'avait façonné, mais ne me définissait pas. Nous avons pris les choses lentement, et pour la première fois depuis des années, j'ai envisagé à quoi le bonheur pourrait ressembler à l'avenir. Troy a pris contact une dernière fois quand Mia avait 7 ans. Il a envoyé une lettre par l'intermédiaire de son avocat, exprimant ses remords et demandant s'il pouvait au moins voir une photo de sa fille. J'ai lu la lettre une fois, puis je l'ai jetée. Les remords n'effaçaient pas ce qu'il avait fait. Ils ne me rendaient pas les mois de douleur physique ou les années de guérison émotionnelle. Ils n'annulaient pas la peur que j'avais ressentie, gisant sur le sol du couloir, saignant et impuissante. Mia posait des questions sur son père de temps en temps. Je répondais honnêtement, mais sans détails inutiles. Il m'avait fait du mal, et cela signifiait qu'il ne pouvait pas faire partie de notre famille. Elle acceptait cette explication comme les enfants acceptent la plupart des vérités inconfortables, avec quelques questions suivies de changements de sujets rapides vers des sujets plus intéressants. La vie que j'ai construite pour nous n'était pas parfaite, mais elle était sûre. Elle était paisible. Mia a grandi en sachant qu'elle était désirée et chérie, que sa mère déplacerait des montagnes pour la protéger. Cette nuit de terreur est devenue un lointain souvenir, quelque chose qui était arrivé à une autre version de moi-même dans ce qui semblait être une autre vie. Parfois, je repensais à ce moment sur le sol, regardant le visage fiévreux de ma fille nouveau-née et ressentant une peur écrasante.
La peur avait été justifiée. Le danger avait été réel, mais je nous avais sortis de là. J'avais survécu. Je l'avais protégé. C'était ce qui comptait à la fin. Que malgré tout, malgré la violence, la trahison et la douleur, j'avais trouvé le moyen de construire quelque chose de meilleur à partir des décombres.